Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale qui fête ce soir ses 3 ans. Voilà, 3 ans de dynamique où autour de ce plateau se sont rencontrés des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des philosophes, des cinéastes, des penseurs de la ville. Et ce soir, nous en avons 2 magnifiques. Je rappelle le principe de cette plateforme dans ce cadre de cet exercice des duos. C'est un exercice de rencontre européen. En fait, quelle est la pratique de l'architecture dans l'espace européen? Car ici aussi, nous recevons beaucoup de Chinois, de Sud-Américains et autres. Mais là, on a voulu concentrer ce programme sur la question européenne pour voir comment des gens de proximité justement pratiquer l'architecture et c'est là où ça devient très très intéressant. Alors à chaque fois, il y a une équipe française confrontée à une autre et quand je dis confrontée, il y a pas de gagnant évidemment. L'idée c'est qu'il y ait vraiment un dialogue et ce dialogue il se fait par l'architecture. Alors ils ont tous une écriture différente car ici il n'y a pas de chapelle, c'est toutes tendances confondues, il y a toute forme de pratique, c'est-à-dire des architectes auteurs, j'allais dire tout seuls dans leur agence, mais aussi des collectifs, hein, on en a vu ici. Rappelez-vous, à Berlin et à Paris bien sûr, et à chaque fois de balayer comme ça ce spectre fantastique de la création architecturale. Alors ce soir nous avons Inès Lobo qui représente la scène contemporaine portugaise, dans tout ce qu'il y a de plus magnifique, parce que évidemment dans toute l'Europe, on a un regard, et nous particulièrement les Français, très tourné vers le Portugal, évidemment avec les grandes figures de Cisa, avec tout ce qu'il a fait à Montreuil et autres, toujours, et Souto de Moura, et après, dans la génération d'après, viennent évidemment des personnes qui sont beaucoup plus discrètes, qu'on voit beaucoup moins, mais qui font un travail fantastique. Dussé-je la faire rougir, mais en tout cas, Inès Lobo, elle fait partie de cela, et ceux qui sont allés à Biennale de Venise, et si jamais il n'y était pas allé, vous avez encore jusqu'à la fin novembre pour voir le pavillon portugais qui est un des plus réussis, qui montre justement une dizaine d'architectes, des projets vraiment presque très classiques, on pourrait dire, la façon de les présenter. Mais alors là, on est au cœur vraiment du débat sur l'architecture, dans ce qu'elle a de plus intime avec la question de la ville, et c'est bien notre projet ici, à la Cité de l'Architecture. Et je salue Marie-Christine Labourdette, la présidente ici, qui ce soir nous fait l'honneur d'assister, de célébrer ce 3e anniversaire avec nous. Alors, Inès Lobo et Falocci qu'on ne présente plus ici en France, son travail très discret, ce sont pas des gens, ce qui peut-être les réunit déjà à part une sorte de culture du Sud, évidemment, il y a aussi une sorte de discrétion. Ils ne sont pas dans la communication, ils sont dans le travail et c'est pour ça qu'on les aime beaucoup. Et j'ai demandé à Olivier Namias, c'est que le principe de la plateforme, c'est que il y a toujours un critique invité, il n'a pas participé au choix, mais justement ça lui laisse une entière liberté pour tirer les fils, justement qu'est-ce qui peut réunir justement ces 2 architectes ici ce soir. Et de ça, je ne sais rien. Je lui ai pas demandé de savoir ce qu'il allait dire. Et c'est lui qui maîtrise, c'est lui le patron à partir de maintenant. Et je lui souhaite volontiers la parole en vous demandant d'applaudir nos 2 grands architectes ici ce soir. Bon ben, c'est bon là, on entend. Alors, donc bienvenue à cette soirée donc qui réunit Pierre-Louis Falocci, Inès Lobo, un architecte français, donc une architecte portugaise, qui se confronte également sur le half-pipe juste derrière, qui rassemble 2 propositions que vous avez peut-être pu déjà découvrir ou que vous pourrez peut-être découvrir par la suite et qui resteront en place jusqu'au 13 janvier 2019. Donc voilà, vous pouvez voir leurs propositions, également un film qui retrace un peu leur parcours et donne un peu une idée de la façon dont ils travaillent. Donc nous vous avons promis un face-à-face inédit, comme l'a dit Francis, moi je ne sais rien, je n'ai pas rencontré les architectes avant, et donc le principe de ces rencontres, donc avec ce face-à-face qui va vraiment être inédit, puisque les 2 architectes donc se connaissent pas, n'ont pas travaillé ni enseigné ensemble. L'une d'eux vient d'un autre pays de l'UE que la France, et là encore, c'est suivant la volonté du dispositif mis en place par Francis et son équipe. Juste pour compléter un peu la présentation de Francis. Donc on peut faire un peu 2 observations. Moi je reviendrai un peu sur
la discrétion des architectes, puisque c'est vrai que Pierre-Louis Falocci, on l'avait beaucoup remarqué lors du projet l'inauguration d'une partie du projet du Mont-Beuvray en 96, qu'en fait c'est un projet assez large, et que depuis, ça fait un bruit bizarre, on aurait pu s'attendre à le voir plus, mais il a choisi d'œuvrer dans l'ombre, en préparant cette plateforme, j'ai redécouvert une œuvre que je trouve assez remarquable, en fait, assez intéressante. Et puis j'ai un peu découvert un peu plus sa personnalité, qui reste quand même assez mystérieuse. Et pour Inès Lobo, il y a pareil, on a beaucoup, là encore je paraphrase Francis, mais j'avais préparé ça avant. Alors, on connaît beaucoup les architectes portugais d'une première génération depuis longtemps, hein, puisque depuis en 78 déjà le magazine AMC, qui alors était édité par la SADG, présentait un numéro spécial sur le CISA. Et Inès Lobo, donc c'est une nouvelle génération d'architectes qu'on connaît moins, qui a émergé un peu grâce à ces deux grandes figures paternelles qui ont porté tout un intérêt pour l'architecture au Portugal et qui sont retrouvés à exercer dans d'autres conditions qu'on connaît moins, dans un autre panorama, une autre scène architecturale sur laquelle peut-être Inès pourra nous éclairer. Puisqu'au Portugal, il y a eu l'apparition, suite à l'engouement créé par l'architecture pour Cisa Souto de Moura, il y a eu une pléthore d'écoles d'architecture, un grand nombre d'étudiants d'architecture et de gens qui sont dédiés à cette discipline. Donc, mais une génération qui évolue plutôt dans un contexte de crise, donc c'est une chose sur laquelle on va revenir. Alors la formule de ces rencontres est celle du duo. Duo d'archi, c'est le thème. Ça suggère un peu deux architectes qui chantent de concert et en fait aussi le versus et la confrontation suggère un petit affrontement, la façon de Kramer versus Kramer, comme on disait. Donc est-ce qu'on va voir une chorale ou un match de catch, je sais pas. Comme il n'y a pas de bon combat sans round, et pour rester un peu dans l'esprit auberge espagnole de ces rencontres, moi j'ai amené 4 extraits de films qui vont introduire 4 séquences autour desquelles on va discuter autour de différents thèmes qui vont porter sur un peu l'héritage et les influences architecturales, la question de la ville, on fabrique la ville, la question des moyens dont on dispose pour faire l'architecture. Et sur le dernier point, ce sera un peu sur les technologies, le futur de la ville et quelle peut être leur place dans l'architecture. Donc des films, parce que aussi j'ai découvert que Pierre-Louis Falocci était un grand cinéphile, il a une culture cinématographique assez impressionnante, et ça nous sert aussi pour parler de l'architecture depuis un autre champ. Donc pour revenir un peu sur les deux architectes, on peut noter un peu des ressemblances un peu parfois formelles dans leur écriture moderne, un peu leur position par rapport au paysage. Mais plutôt que de parler des aspects formels qui rapprochent leur architecture, j'aimerais parler, qu'ils puissent nous parler de leur travail sous un peu l'angle de la menace, qui était un thème que Pierre-Louis Falocci avait développé dans son entretien de Chaillot, donc ça s'appelait Esthétique de la menace. Donc diverses menaces qui sont aujourd'hui les menaces sociales, économiques, environnementales, et donc économiques aussi, qui ont frappé le Portugal. Ça c'est plutôt les menaces dont pourra nous parler peut-être Inès Lobo. Malgré cela, on va essayer de rester positif et pas se laisser abattre par l'amorosité. Donc on commencera là avec la première projection avec un expert de la mise en échec des menaces. Donc là, Christine va préparer le premier film. J'en profite pour présenter un peu l'équipe. Donc on a Gisela Heyman et Maria Luisa Gonçalves à la traduction. Il y a Anne Lagune, Martine Colombet et Christine Carboni, donc là qui assure un peu l'encadrement de ça. Florian Béranguet au film et Benjamin, voilà, qui vous met le matériel de traduction à disposition. Donc. What are you going to do with this bike? I won't know until I test it. It's going to be your ass, James. Thank you.
Felix, Yeah. forget the soup. Feast your eyes on that. What do you got here, James? That's Lago's lady, Her name is Domino. Domino Petacci. Petacci. The Air Force officer killed in that car crash. Jack Petacci. That's right. He was her brother. Well, there's the man himself. If he's got the bombs, you think he'd have them on his yacht? Unlikely. But get some scuba gear. We'll check around. Right. Thank you very much. Nicole? Voilà, c'était deux séquences de Jamais plus jamais d'Irving Kirchner
film de 83, donc un James Bond avec Sean Connery et Kim Basinger. Donc, pourquoi avoir montré ça en fait? Parce que moi c'est un de mes premiers souvenirs d'architecture, mais surtout la maison qu'on voit est faite par Pierre-Louis. Donc c'était un peu l'occasion aussi de parler des références, un peu des influences. Donc voilà, ça, vous pouvez nous parler des projets aussi. J'ai vu qu'il y avait une référence un peu à Pingusson là-dedans. Voilà, ce sera la seule. C'est pas une mauvaise blague, hein, c'était pas pour. C'est une sacrée surprise, ouais. Non, juste une chose sur cette maison, c'est que d'abord, il faut savoir que pour le film, ils ont greffé des choses sur la maison, donc elle est beaucoup moins presque décorative qu'on voit, et à l'intérieur, c'était totalement vide. Donc là, ils ont rajouté des meubles. Mais bon, c'est un dessin, c'est un projet qui a plus de 40 ans, et c'est un sacré coup. Je m'attendais absolument pas à ça. Et je vois pas en quoi Inès va trouver ça intéressant. Et donc, comment dire, c'est je veux dire, c'est la seule fois où il y a eu une aventure par rapport à mon travail emblématique. Et il se trouve que c'est un des tout premiers projets, voilà, à Villefranche-sur-Mer. Très très grosse surprise de revoir ça parce que ça a quand même plus de 40 ans, quoi. Donc c'est un truc. Voilà. C'est une maison que vous avez fait vers 25 ans, vous 27 ans, 26 ans, 27 ans. Ouais. Donc moi aussi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'une œuvre architecturale puisse rentrer dans la fiction. Et j'aurais voulu que ce soit un peu l'occasion. En fait, j'ai lu dans cette maison qui est quand même repérée sur les sites de l'inventaire, qu'il y avait une influence de Pingusson. Je me suis dit bon, c'était un petit clin d'œil. Et à la fois peut-être une façon de parler peut-être des influences architecturale. J'ai conclu pour pas prendre trop la parole. Je pense que l'influence de cette maison-là, c'est beaucoup plus l'Espagne. C'est une période de l'Espagne avec des architectes comme Martorell, Boigas Maquet, le tout début du travail de Bofill avant qu'il bascule dans le postmodernisme, c'est-à-dire un travail dans le Creux Rouge et je dirais presque des prémices de régionalisme moderne. Enfin, des choses qui étaient un petit peu naïves, et quand je revois ça, je dirais la seule chose qui m'a ému, c'est de revoir tout le travail qu'on avait fait sur les escaliers, qui était un travail un peu piranésien, et j'avoue que j'ai pas revu ce truc depuis. Là, c'est un choc. Mais maintenant, il faut parler avec Inès. Donc oui, Inès, là on voit un peu, c'est sur aussi puisque Pierre-Louis Falucci nous parle, c'est un peu sur la circulation des idées entre l'Espagne et la France. Là, je voulais revenir pour vous aux influences architecturales, puisque est-ce que, comme vous êtes portugaise, est-ce que les influences sont portugaises? Est-ce qu'il y a des influences qui sont au-delà dans la sphère lusitanienne, en fait, qui va de l'Afrique au Brésil? Et donc, voilà, quelles sont un peu les influences que vous avez dans l'architecture? Parce que nous, on connaît beaucoup l'architecture portugaise d'une certaine époque. Il y a eu l'exposition ici sur les universalistes. Mais j'ai l'impression qu'au Portugal, bon, on connaît beaucoup moins l'architecture française. Donc, c'est peut-être, pouvez nous dire comment elle se construit aujourd'hui un peu. C'est bien. Je pense, ouais. C'est bien? Oui. Je m'excuse, je vais parler portugais. Faut mettre comme ça. Ok. Pour ma génération, les influences incontournables sont sans doute les influences de l'architecture portugaise, puisqu'il est difficile de ne pas voir ce qu'il a fait Cisa Vieira, Sotomora ou Carrillo da Graça, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant de longues années. Nous ne pouvons pas échapper à ces références qui ont beaucoup marqué une nouvelle étape de l'architecture portugaise. Mais au-delà de ces influences, ma génération a eu le privilège de regarder vers le monde. Non seulement ma génération, je pense même que ceux qui viennent après moi, et ils travaillent pendant un moment où
nous nous ouvrons vers le monde entier. Et nous, Portugais, nous avons le privilège de pouvoir regarder toutes les productions et élargissons ainsi nos influences. Nous avons aussi une relation et un dialogue avec les architectures d'autres langues portugaises, non seulement celles qui sont produites dans les pays lusophones de l'Afrique, mais également l'architecture brésilienne qui est incontournable pour nous. Nous avons des relations très très proches avec les architectes brésiliens. Je pense d'ailleurs que ces rapports sont de plus en plus étroits. Tu peux apporter quelque chose pour traduire pour... Ah, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les écouteurs. Mas por isso penso que... Alors, l'une de nos caractéristiques, nous, Portugais, nous, architectes portugais, nous sommes nombreux, heureusement. De ma génération, il y a plusieurs noms que je pourrais citer ici, de personnes que je considère très importantes pour l'architecture portugaise en ce moment. Mais notre passé récent est très, très fort. Et nous le regardons, nous voulons le prolonger, mais nous ne voulons pas rester esclaves de cette présence qu'est cette architecture de Sotomoro ou de Siza. Et aussi, on voyait toujours pour en revenir un peu à l'extrait, on voyait aussi la vision lointaine qui était aussi une autre influence un peu dans votre... quelque chose de très présent dans votre architecture, voire de Pierluigi Fallucci, je parle. Et donc, il y a ce côté sur la vision du paysage. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça? Puisqu'on revient... là, on revient à presque mon enfance. Une des choses qui m'a fait décider de faire l'architecture, c'est que pas loin de cette maison, il y avait une maison d'enfance, enfin la maison de mes parents, qui avait une maison assez modeste, mais qui est sur les collines et qui dominait Nice et toute la baie de Nice, les montagnes et la profondeur de champ. Et puis, à l'âge de 13 ans, c'est monté un immeuble. Et cet immeuble a enlevé la totalité de la vue. Et je dirais que pour moi, la question du paysage, elle est née là. C'est-à-dire, on m'a enlevé une vue et j'ai décidé de faire ce métier presque comme une revanche, pas parce qu'on m'a enlevé la vue, mais pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la culture d'un proche, d'un moyen et d'un grand paysage. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et ça veut dire que, quelque part, quelle que soit l'intervention qu'on fait, à un moment donné, si on prend du recul, on a un proche, un moyen et un grand paysage qui a été modifié. Donc c'est cette modification dans toute intervention paysagère et architecturale qui pour moi compte et s'est approfondie en suivant des cours parallèles à l'école d'architecture avec des gens comme Hubert Damisch qui m'ont énormément influencé ou Gilles Deleuze qui m'ont influencé sur toute la question de l'image fixe et de l'image mouvement. J'ai donc sur un choc visuel énormément travaillé sur cette question, mais qui n'est pas une question qui est entre autres une question d'architecture, mais qui n'est pas une question complète sur l'architecture. Il y a bien d'autres sujets aujourd'hui, avec des grandes difficultés, l'architecture de l'urgence, il y a plein d'autres problèmes qui se posent avec la crise sociale, les migrants, etc. Donc, je voudrais parler de convictions architecturales, mais garder la lucidité dont parle très bien Inès Lobos dans son expo, on est dans une crise sociale, ça a un sens par rapport à l'architecture. Je voudrais juste conclure une autre chose, c'est que je pense que Inès Lobos, pour moi, elle fait partie, qu'on le veuille ou non, de ce moment exceptionnel qui a été après Salazar, c'est-à-dire ces pionniers qui ont été ces architectes avec presque rien, de la brique, de l'enduit blanc, et tout d'un coup, la naissance de ce qui à mon avis, est né là, les termes de Kenneth Frampton sur la question du régionalisme critique. C'est-à-dire que le Portugal a un rôle énorme dans
l'évolution de l'architecture moderne contemporaine. Pas forcément avec tous les noms qu'on a donnés. C'est l'enseignement, c'est une chose que pour moi, que personnellement j'admire, parce qu'avec une grande économie de moyens, ils ont réussi à produire, revenant de nulle part avec un dictateur, ils ont réussi à remonter socialement et intellectuellement tout un monde qui nous a subjugués, quoi. Voilà. Et on parlera de la question des moyens tout à l'heure. Et est-ce que vous sentez donc Inès investie par cette tradition, et comment est-ce que vous la voyez évoluer, où on a une architecture qui est portugaise très identifiée, et est-ce que d'après vous elle évolue vers quelque chose de plus international, de différent, ou quel est un peu son nouveau visage par rapport aux premières années qui étaient marquées par les salles aussi, un engagement social? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et comment il se transforme? L'architecture portugaise est indissociable des conditions économiques où elle se produit. Si nous faisons la comparaison directe entre ce qui est produit et combien cela coûte avec un autre pays d'Europe, avec n'importe quel pays d'Europe, pays de l'Europe qui ont plus de richesse économique, vous verrez que la différence est brutale. Bon, et nous avons surgi après la dictature, le moment où des architectes des Porto, comme Cisa Vieira, commencent à travailler des opérations sales, qui, comme Pierre lui disait, il faisait beaucoup avec très très peu de moyens. Je dois dire que heureusement et malheureusement, nous, au Portugal, sommes toujours dans la même situation. Le Portugal a beaucoup changé, mais il y a des choses qui restent en tant que principe de l'architecture portugaise. C'est essayer à chaque fois faire le maximum avec le minimum. Il ne s'agit plus d'une question économique, c'est une manière de travailler. Et je pense que cela est très important et que nous faisons chaque jour au long de ces années de travail. Nous voulons toujours essayer de trouver une réponse qui puisse être efficace, le plus efficace possible, avec le minimum de ressources, même si nous avons beaucoup d'argent au départ. Parce que dépenser beaucoup peut signifier dépenser pratiquement rien. Il s'agit d'être efficace, ne pas dépenser pour dépenser. C'est la question fondamentale pour moi. J'ai dit cela à mes étudiants. Les premiers mots que j'aimerais bien enlever du lexique d'architecture, c'est excès. Je suis tout à fait contre l'excès. L'excès signifie parfois beaucoup d'argent, mais l'opposé ne signifie pas ne pas dépenser. Nous pouvons faire une œuvre exceptionnelle qui transforme le monde où il est nécessaire de dépenser beaucoup d'argent, mais en même temps, nous pouvons n'avoir besoin de rien. Cela dépend de la façon comme les architectes regardent les problèmes qui se posent. Les moyens, ça va être difficile. Et alors, vous aussi, vous êtes enseignante, et donc vous parlez de vos élèves là. Avec la crise, il y en a qui sont partis. Vous pensez qu'ils vont répandre un peu l'architecture portugaise ailleurs, et aussi vous avez dit à vos étudiants que vous leur demandez de rester au Portugal pour faire un peu vivre l'architecture portugaise. Nous avons souffert avec une crise très importante il y a très peu de temps, et cette crise a eu une conséquence très forte pour tous les architectes au Portugal. Non seulement les architectes diplômés depuis peu de temps, mais tous ceux qui travaillent déjà depuis quelques années. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'était de sortir du Portugal et aller travailler ailleurs. Ils sont très bien reçus dans tous les pays car ils ont une très bonne formation. Et ils travaillent très bien dans tous les bureaux où ils y sont, mais nous ne pouvons pas rester au Portugal sans les bons architectes. Et donc la première réaction que j'ai eue quand je me suis rendu compte que tous les architectes partaient était de leur dire il faut continuer à faire des choses aussi ici au Portugal. La crise, elle demeure.
contrairement à ce qu'on peut imaginer, et elle va continuer. Et je pense qu'on aura des périodes même plus graves de crise. Mais le moment maintenant est un peu plus tranquille, ou en apparence plus tranquille. Et il y a beaucoup de gens qui sont revenus, des architectes qui sont revenus au Portugal. Et cet esprit de l'architecte portugais qui essaye de faire beaucoup avec très peu de moyens, c'est une tendance qui existe toujours chez les architectes les plus jeunes. Ils essayent de travailler auprès de la population, à l'image de ce qui a été fait avant, il y a des années de cela. Et ils utilisent une forme un peu plus directe et ils produisent des choses très fortes, très intéressantes. Et il y a beaucoup d'architectes, je pense, qui vont revenir au Portugal et vont travailler. Si vous êtes enseignant, que sont devenus un peu vos élèves? Est-ce qu'ils suivent une route un peu moderne, un style ou... Excusez-moi, j'ai pas entendu la question parce que j'avais pas enlevé mon... Un commentaire sur un peu Inès, sur l'affiliation aussi, comme vous avez été enseignant aussi, que deviennent les architectes français que vous avez eus comme élèves? Alors, je pense que le contexte français, c'est un contexte dont il faut quand même dire qu'il est extrêmement favorable. C'est-à-dire que la France est un des seuls pays aujourd'hui qui fait des concours rémunérés, ouverts à des jeunes, ouverts à des... Donc on est dans un univers où ceux qui partent pour partir, mais les conditions de travail en France sont totalement différentes parce que la France a gardé la notion de concours sur les bâtiments publics. Et j'espère qu'elle le gardera de tout mon cœur sur la question des concours sur les logements sociaux. Donc je pense qu'on est les étudiants que j'ai eus, j'ai calculé que j'ai eu près de 2800 étudiants depuis que j'enseigne. C'était absolument énorme. C'est-à-dire j'ai passé plus de temps dans le monde de l'enseignement que dans le monde de mon propre bureau, mais je le regrette absolument pas parce que vous parliez de retrait tout à l'heure après le Montbeuvray, mais je me suis jamais retiré. J'ai essayé d'être en adéquation avec tout mon idéal d'enseignement par rapport à ce que pouvait produire l'agence. Parce que quand vous êtes enseignant, il faut que vous soyez absolument exemplaire. Et donc, pour moi, je vois plutôt des étudiants et des anciens étudiants à moi qui maintenant bossent, ont du boulot. La France a un mode de production qui est très 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 différent et quasi miraculeux par rapport à la quasi-totalité des pays européens et encore plus loin sur des pays comme l'Amérique du Sud ou aux États-Unis. C'est-à-dire il n'y a pas ce processus-là. Et ce processus-là, il faut se battre pour le garder. Il faut se battre pour garder le fait qu'il y a un enseignement de l'architecture en France qui n'a pas forcément le niveau de certaines autres écoles européennes, mais il y a cette notion de concours qu'il faut défendre d'une manière mais très profonde parce qu'elle laisse une démocratie du choix à tout le monde dans ce métier. Donc on peut voir surgir quelqu'un de très jeune. C'est pas la même situation du tout que les Portugais, que je trouve encore plus héroïque. C'est-à-dire c'est pas le même process. Les concours français sont payés. J'espère que les concours ne disparaîtront pas dans un marché ultralibéral. Donc ça c'est extrêmement important. Je le dis pour, par exemple, la loi Elan qui semble vouloir supprimer les concours pour les jeunes architectes dans les logements sociaux. Il faut maintenir cette incroyable opportunité que finalement les étudiants français ont vis-à-vis de la commande architecturale. Très bien. Je propose qu'on passe à la deuxième séquence avec le deuxième film. Là, il n'y a pas de piège, plus d'œuvres filmées de Pierluigi Falucci.
Donc c'était un extrait de Soy Kuba de Mikhail Kalatozov, un film de 64 par un réalisateur russe. Donc on voit un peu ce plan séquence là qui se développe dans la ville, qui passe à travers les immeubles, qui rentre dans les intérieurs, qui monte, qui suit un peu un cortège dans la rue. L'idée ici, c'était qu'on passe à un autre chapitre et qu'on parle un peu de la ville, qui est un élément important à la fois dans le travail d'Inès Lobo, puisqu'elle a tout un travail en cours depuis plusieurs années sur un quartier de Lisbonne qui est vers Almiranteixe, et aussi pour Pierluigi Fallucci, qui a construit dans des villes qui sont beaucoup moins repérées, même des radars, qui sont pas des villes qui connaissent la ferveur de Lisbonne, qui apporte d'ailleurs des problèmes. Et donc, on peut citer pour Pierluigi Fallucci à Yange, donc un projet de tribunal qu'on peut voir là-bas. Il y a Vennes-sur-Helpe, Dunkerque. Donc, à travers ce film, c'est un prétexte pour savoir qu'est-ce que peut apporter l'architecture à la ville. Est-ce qu'on peut recréer l'intensité, puisque notamment dans le film Inès Lobo, par exemple, vous dites on peut faire des bâtiments pour transformer la ville. Et dans quelle mesure c'est possible aujourd'hui, à la fois sur des territoires très délaissés, quoi, quand même. À Yange, c'est quand même une ville où il y a eu beaucoup de problèmes économiques. Et dans des villes comme Lisbonne, qui connaissent, elles, d'autres problèmes. Il y a des transformations touristiques accélérées. Et donc, voilà, je sais pas qui veut commencer, peut-être... vous pouvez parler comment est-ce que l'architecture peut être un espèce de condensateur, un peu d'intensificateur de la vie urbaine, quoi, et donc de la vie tout court. Qui veut? Deux choses avant de commenter. Qu'est-ce que serait de l'architecture sans le cinéma? Le cinéma a cette capacité de regarder ce que les architectes font, et d'une façon extraordinaire, ce passage entre la rue, un bâtiment et après une plongée encore dans la ville. Et nous, ça nous fascine, la capacité que d'autres ont de regarder ce que nous produisons. Et l'exposition de Venise, dont nous avions parlé tout à l'heure, le pavillon portugais à Venise, il y a donc entre 10 et 12 travaux d'architectes. Il y a aussi 12 films faits par des metteurs en scène invités. Et les projets sont exceptionnels. Mais ce qui m'a surpris était les 12 films par rapport à la bibliothèque publique des Açores, qui a été un prétexte pour Catarina Mourão, qui est un metteur en scène de documentaire, et qui a fait un film sur, évidemment, la bibliothèque, mais aussi sur la ville et sur les personnes, les gens qui habitent dans cette ville. Et j'ai regardé ce film à la Biennale et ça m'a ému énormément, car ce film raconte une histoire extraordinaire de l'espace et ce que l'espace contient, les archives, la mémoire de cet endroit que sont les Açores, un endroit extraordinaire. Et pour cela, je pense que la ville est la plus belle invention des hommes et non seulement des architectes. Bien heureusement, car si c'était que la ville serait terrible s'il n'y avait que des architectes qui la faisaient. Les architectes ont une grande responsabilité de regarder la ville et se rendre compte qu'ils sont les premiers à avoir cette capacité de proposer une transformation. Ce que nous essayons de faire, c'est de suivre la crise. Et c'était une façon de continuer à travailler l'œuvre publique, car au Portugal, pendant quelques années, j'ai eu la chance de passer par un moment de l'architecture portugaise où il y avait des concours publics, comme disait Jean-Pierre. C'est fondamental que l'ouvrage public continue à exister via les concours,
Et ce qui a été très grave avec la crise, c'était justement la fin des concours. Et l'ouvrage public a été pratiquement n'existait plus. Ça reprend lentement, mais avec beaucoup de difficultés. Et j'ai eu la chance, en même temps, que la mairie de Lisbonne, António Costa était le maire et maintenant il est le Premier ministre et il a fait un travail surprenant. Et c'était justement d'avoir un regard sur la ville de Lisbonne et au lieu d'essayer de trouver une solution à tous les problèmes, il s'est dit on va trouver une stratégie globale pour la ville et on va essayer de faire en sorte que cette stratégie se mette en place dans un lieu spécifique. Et c'était Almirante Reis et Moradia. Et donc, c'est une partie très ancienne de la ville de Lisbonne. Et il y a une avenue qui est la plus grande, la plus longue de la ville, qui est parallèle à l'avenue de la Liberté, qui est plus connue, et donc qui était une voie très pauvre de cette ville. Et au long des années, les commerçants se sont installés tout au long de cette avenue. Et c'est également une région multiculturelle. Il y a des Chinois, des Pakistanais, des Portugais, des Français aussi maintenant. Et ils vivent très bien ensemble dans cette région. Et donc, lui, il a eu un regard sur cette région et ce qu'il a fait, c'est qu'il a transféré son bureau de la mairie à cette partie de la ville qu'il voulait transformer. Et donc, il a débuté un contact direct avec la population, avec les institutions et avec les gens qui y habitaient déjà. Et il a fait un travail extraordinaire, un travail social, mais aussi un travail de transformation de l'espace public. Et je pense qu'il a été le pionnier de tout ce qui s'est mis en place dans cette ville. L'objectif de la mairie est la transformation de l'espace public, la requalification de l'espace public. Et il veut croire que, à partir de la qualité de l'espace public, nous pouvons offrir une qualité de vie aux personnes qui y habitent et à ceux qui viennent de l'extérieur. Le tourisme est un sujet un peu délicat en ce moment à Lisbonne. Nous avons un rapport un peu ambigu. Le tourisme est inévitable, évidemment, car Lisbonne est une ville magnifique et tout le monde veut connaître Lisbonne. Nous sommes un peu obligés à être une destination touristique, mais il faut faire attention, car la ville doit être habitée par des personnes, par des locaux, par ceux qui y sont et qui étaient avant. Et c'est un thème très difficile actuellement pour la mairie de Lisbonne. La première chose qu'ils ont proposée, António Costa est Premier ministre, mais il a toujours une politique très active concernant les villes. Et ce qu'il a proposé était la construction de résidences. Ou alors récupération de l'habitation qui existe déjà. Donc, la mairie, l'État va continuer à être un agent très important. Donc, le coût de l'habitation a explosé, évidemment, mais il faut que le gouvernement continue à être un modérateur dans cette question. Et ils essayent de créer une grande opération par rapport à cela et c'est très important. Et après la crise, j'ai eu la chance de faire des bibliothèques, des écoles, universités grâce à des concours publics, des universités aussi. Et donc j'ai traversé un moment très intéressant de l'architecture portugaise et j'ai eu la chance aussi d'être invitée par la mairie avant de faire le travail sur la Moradia. J'ai été invitée à faire un travail très important sur la colline de Santana où
presque tous les hôpitaux sont installés et ils vont partir. Et donc cet espace de la ville sera un peu vide. Et donc j'ai fait un travail qui est le projet urbain sur ce qui peut devenir cet espace dans le futur. Et j'ai commencé donc ces projets. C'est un prétexte aussi pour des projets concrets. Almirante Reis, c'était aussi une invitation de la mairie pour faire une mosquée dans ce quartier de la Mourari. Et ça, c'est très intéressant, car c'est la zone la plus ancienne des morts dans la ville, et un travail de recherche aussi. Il y aura aussi un livre, l'Atlas de l'Almirante Reis, et c'est un travail que je développe aussi dans l'université où je travaille avec mes élèves, mes étudiants, depuis 3 ans. J'essaye de le faire. J'essaie de réunir ce que je fais dans mon cabinet dans mon atelier et emmener ça un peu plus loin avec des étudiants. Le fait d'être dans un endroit très dense où vous avez pu vous appuyer sur pas mal de communautés, la vitalité aussi de pas mal de communautés. Et comment on fait, par exemple, c'est là je me tourne vers Pierluigi Falucci, quand on est dans des contextes où c'est quand même beaucoup moins peuplé, il y a des villes, on avait le Surel où vous dites elle a été détruite, je ne sais plus combien de fois, 4 ou 5 fois. Comment on arrive à activer un peu le territoire à partir de l'architecture, sur quoi quel ressort on peut jouer? Alors, d'abord, je voudrais faire une remarque sur le choix du film que je trouve exceptionnel, parce que ce cinéma, ce type de cinéma, comme un certain type de photographie, sont des images qui ne sont pas falsifiées. Donc elles rentrent dans l'histoire, et c'est important parce qu'elles nous permettent de comprendre comment transformer. Deuxième chose, je rejoins Inès totalement, et je serai prêt à en parler sur la ville de Paris aujourd'hui, c'est que il y a peut-être quelque chose qui a été mal compris depuis des années sur Paris. L'espace public n'est pas réellement traité, alors qu'il l'est dans d'autres villes de France. C'est impensable. C'est-à-dire que la question de l'écologie, c'est pas forcément une meilleure respiration, une diminution des voitures, etc. C'est pas seulement ça. L'écologie, ça commence par une écologie du regard, par une écologie d'usage. Et ce que disait Inès, c'est que on part d'un retravail de l'espace public qui est extraordinairement nécessaire sur Paris, avec une espèce d'étouffement qui s'est créé. Je fais une parenthèse sur cette ville parce que je l'adore, et que quand je travaille boulevard de Port-Royal, et quand je vois ce qui est devenu le boulevard de Port-Royal, qui était quand même une fortification, est aujourd'hui un site propre, sans aucune qualité. Donc il y a eu un problème de non-compréhension de la hiérarchie pour transformer une ville qui part aujourd'hui de l'espace public et qui ne part plus de l'architecture. Après, l'espace public se décline avec les mixités sociales, comme l'a parfaitement expliqué Inès. Donc ça, c'est une chose. Moi, le hasard de mon travail m'a fait aller dans ce que j'appelle les terrains qui restent, c'est-à-dire les terrains pollués, les terrains résiduels, les terrains qui semblaient impossibles. Hayange, le projet d'Hayange, c'est un trou du cul du monde. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a un château abandonné, une forêt résiduelle et une archéologie industrielle absolument sublime. On a fait un projet qui finalement requalifie tout ça, redonne du sens et donne à l'archéologie industrielle un côté magnifique, absolument magnifique, et pas dans la séduction, mais dans la sédimentation. Donc ça, c'était important. Vous avez cité Avesnes-sur-Helpe. Avesnes-sur-Helpe, c'était un plateau qui n'avait aucun intérêt, mais qui était un reste, une trace de Vauban. Vauban, c'est une architecture défensive. Mais aujourd'hui, optiquement, elle est offensive. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur ce plateau, quand on a mis ce palais de justice, on a aménagé toute une place qui n'était absolument pas prévue et qui devient la place publique maintenant de toute la ville. Donc, à chaque fois qu'on transforme quelque chose, ce qui est extrêmement important, et ça a toujours marché lorsqu'un maire a une vision d'un schéma directeur, il a une vision
un maire ou un politique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas faire un coup architectural, pas créer un emblème d'une architecture remarquable, etc., avec cette mythologie de Londres. Non, non, c'est partir du sol, partir de l'espace public, voir les problèmes de mixité sociale, de rééquilibrer, refaire de l'espace public, c'est redonner une dignité à la ville. C'est très important. Donc, il se trouve que plusieurs exemples étaient des endroits délaissés et qu'à chaque fois, ce qu'on a tenté de faire, c'est de refabriquer de l'espace public, donner une qualité architecturale et finalement polariser un développement de la ville dans un endroit qui n'était absolument pas utilisé. Et vous dites redonner du sens à Yange ou à Suret, comment vous vous y prenez? Il y a aussi une chose dans votre travail que vous avez appelé la mémoire sourde des territoires. Est-ce que c'est un peu en exhumant les choses Oui, parce que je pense que l'histoire au sens strict du mot, c'est finalement connaître une histoire. Bon, on connaît l'histoire d'un lieu. Mais par contre, si on va plus loin et qu'on arrive dans un lieu comme par exemple Avesnes-sur-Helpe, quand on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse aussi à ce qu'il y a dans le sol. Ça a été pareil pour le Struthof. Le concours du Struthof, la première chose que j'ai faite, c'est regarder qu'est-ce qu'il y a dans le sol. Et on a trouvé, en fait, des caves faites par les déportés, qui sont morts pour les construire. Donc, au lieu de faire un bâtiment de plus, on a composé, on a dégagé ces caves et on en a fait la salle d'exposition permanente, ce qui a désimpacté le bâtiment et créé une polarité de paysage vachement plus intéressant, beaucoup plus ouvert pour le public par rapport au camp de concentration qui lui-même est conservé. Donc à chaque fois, je pense que l'histoire sourde d'un lieu, c'est connaître son sol, connaître l'histoire de ce lieu qui a été à Avesnes extrêmement bruyant, plein de batailles, etc. C'est pas rétablir cette histoire, mais c'est composer avec cette chose qui, mentalement, ne s'entend plus ou ne se voit plus. Ça, c'est très, très, très important. Donc, c'est pas faire de l'historicisme. L'historicisme, ça a été le postmodernisme. C'est la pire période de l'histoire de l'architecture. C'est-à-dire imiter des formes du passé. Donc, toute cette période, toute cette histoire, tant pis si je me fais quelques ennemis dans les chercheurs aujourd'hui, mais toute cette histoire de Venturi, par exemple, Venturi-Roche, ça ne m'a jamais intéressé. C'est quelque chose qui est lié à une imitation ou une déformation ou une réinterprétation publicitaire de la question de l'architecture du passé. Et ça, c'est des choses qui sont pas... C'était intéressant, mais c'est pas ça qui m'a, en tout cas, touché. C'est une période qui ne m'a pas touché. Les périodes qui me touchent, c'est les gens qui s'engagent, c'est les gens qui sont homogènes, et c'est des gens qui ont un sens social permanent sur l'acte de construire ou d'aménager. Alors, sur le projet de Amirantrech, vous pouvez voir un peu vous pouvez en avoir un aperçu dans le half-pipe. Là, on voit, vous enlevez une partie, un immeuble qui fait front sur un front urbain de l'avenue à Lisbonne. Comment vous traitez, vous intégrez ou pas cette question de l'histoire? Est-ce qu'elle a compté dans ce projet ou que finalement on dit on se sert plus de la vie sociale du lieu qui fait partie de l'histoire du lieu, mais pas des traces. Comment vous traitez ça, alors que d'un autre côté, on a vu que à Lisbonne, au Portugal, avec le tourisme, il y a aussi une sorte de Disneylandisation et un peu un renvoi des deux villes portugaises un peu à leur forme passée. On veut surtout les connaître dans leur forme passée. Je pense par exemple à la fameuse librairie de Lisbonne qui passe pour avoir inspiré Harry Potter. Donc il y a en parallèle toute une mise en forme un peu de la ville. Il y a beaucoup de façadisme à Lisbonne comme à Porto, et donc c'est une vision de l'histoire un peu comme un cosmétique de la communication. Vous, comment vous avez un peu intégré cette dimension historique dans le projet, dans un geste quand même, une écriture, un parti pris architectural radicalement différent? L'histoire, pour nous, architectes, bien entendu, est une forme des connaissances.
Ce qui est important lorsque nous initions un projet est justement de faire la reconnaissance du site. Nous intervenons et nous le faisons à travers l'histoire. Cette histoire de regarder un endroit et regarder un peu vers le passé pour comprendre ce qu'il était avant et comment il est arrivé jusqu'à nous, c'est important. Pierre-Louis a dit que l'architecture est toujours un acte de transformation. Nous n'ajoutons pas des choses, nous transformons un corps qui existe déjà. J'ai l'habitude de donner un exemple un peu brutal à mes étudiants pour essayer de l'amener où je veux qu'ils viennent. Et leur dire, si notre corps d'intervention c'était l'homme, l'être humain, nous ne serons pas en train de faire un chapeau, mais plutôt une prothèse. Une prothèse, c'est horrible. Lorsque nous pensons à un être humain qui a une prothèse, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Et nous devons concevoir une pièce nouvelle qui nous rend plus performants, qui nous donne la capacité de vivre à nouveau d'une forme entière et pleine. Lorsque nous intervenons dans une ville, c'est exactement cela que nous devons faire. Lorsque nous devons réfléchir sur un problème, c'est parce que quelque chose ne fonctionne pas à cet endroit. Et le thème central du projet que je présente ici est justement la création des espaces vides dans une ville, dans une place de la ville très dense, parce qu'à cet endroit de la ville, il y a beaucoup de monde, avec des logements très qualifiés pour plusieurs couches de la société. Et c'est un endroit où plusieurs personnes à Lisbonne aiment bien vivre. C'est très facile de se déplacer. Nous avons le métro qui traverse l'avenue d'un bout à l'autre. Nous pouvons arriver d'un bout à l'autre de la ville avec ce métro. Mais qu'est-ce qui n'est pas résolu à cet endroit? C'est savoir exactement qu'est-ce que c'est l'espace public à cet endroit, d'endroit où se poser. Et notre sujet était, il faut trouver des espaces vides. La commande a été concevoir une place qui puisse lier l'avenue à la Moraria. Mais lorsque nous creusons, nous voyons qu'il y a une vallée avec une colline de chaque côté. Alors, qu'est-ce qui est important? Les côtés hauts de la ville, qu'ils soient liés entre soi avec des espaces publics. Alors, la mosquée est un programme qui est venu a posteriori. Au début du projet, il n'était pas là. C'est étrange de le penser, mais c'est intéressant. Le maire, à ce moment-là, nous a dit « nous allons concevoir un espace vide qui puisse lier l'avenue à la Moraria ». Et le programme qui est surgi après, c'est la mosquée qui rejoint une institution qui est à côté, qui est l'archive des photographies de la ville de Lisbonne. Nous créons une nouvelle galerie pour cette archive. Il y a une autre question extrêmement importante que tu nous as dit, c'est que cette architecture, elle crée des liens formels avec l'architecture qui lui est adjacente. Nous devons créer une jonction entre une avenue construite entre 1930 et 1960, grosso modo, avec des conceptions très différenciées. Elle n'a pas un langage unique dans cette avenue. Mais mon but, c'était de créer un espace public. Bon, cela, c'est ma façon de voir, ma façon de concevoir et de dessiner. C'est peut-être ma fragilité, mais je ne veux pas que la question du langage soit la question centrale de l'architecture que je suis en train de produire. Je veux surtout résoudre un problème et concevoir un espace
conçu en continuum avec la ville. Que les personnes ne regardent pas ce que j'ai produit, qu'elles se sentent à l'intérieur de ce que j'ai produit, que nous puissions traverser ce vide et au moment où nous traversons ce vide, nous pouvons regarder ce que nous entoure. C'était mon idée. Créer ce moment de silence dans cette rue magnifique. Lui Falocci, je ne sais pas quelle place a le vide, mais on dirait, en voyant un peu les photos des bâtiments que j'ai pas pu visiter malheureusement, mais qu'il y a beaucoup de place aussi pour les transparences, les vues, les échappées un peu sous les bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous dire des choses sur cette forme de mise en relation, quel rôle elle joue pour l'insertion du bâtiment dans ce territoire? Le problème, c'est que je pense que ça dépend du sujet. Il y a des sujets. Il m'arrive de travailler sur des bâtiments qui sont tous des bâtiments de service public, donc ils peuvent être des musées, des écoles, des médiathèques ou des choses comme ça, ou des centres civiques. Et à ce moment-là, il y a toute une hiérarchie sur la question à la fois dans l'installation ou la transformation d'un bâtiment, dont, lorsqu'il est fait, ne cesse de regarder, de se préoccuper de la proximité, le moyen et le grand paysage. Donc ça veut dire qu'il y a un aller-retour permanent entre la façon dont l'usage intérieur s'ouvre sur l'extérieur, dans une hiérarchie de profondeur de champ, et puis l'inverse, c'est la façon dont se dispose un aménagement paysager ou un bâtiment semi en creux, comme par exemple Valmy, ou la réflexion immédiate dans le cadre du concours, alors que tout le monde avait fait un bâtiment, c'était au contraire de s'incruster pour respecter cette espèce de moulin qui est quand même une mémoire d'une bataille importante. Donc je pense que il y a à chaque fois un cas particulier, avec des moyens souvent simples, de matériaux, et après, il n'y a jamais de fenêtre, enfin dans le travail personnel que je fais, mais ça appartient à toute l'histoire de l'évolution de l'architecture moderne. C'est-à-dire qu'il y a des cadrages, mais qui sont toujours en creux, ou qui mettent à distance finalement le choix que l'on veut donner à la vue, qu'elle soit belle, inintéressante ou pas. Mais dès que on n'est pas dans un système de fenêtres, mais qu'on est dans un système de creux, ou dans un recul obligé, ou dans un vide, et à ce moment-là, la fenêtre est plus loin, on règle toutes les choses que l'on veut donner à voir d'une manière quasi obligée dans celui qui va utiliser, que ce soit un enfant dans une école, etc. Et ça, c'est quelque part toujours une mise à distance composée de l'intérieur vers l'extérieur, qui n'est pas la fenêtre directe, qui n'est pas j'ouvre la fenêtre et puis je vois la chose. Donc ça, c'est une caractéristique qui est une obsession depuis très 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 longtemps, et qui avait d'ailleurs été mis au point, pour moi, qui était le plus expérimental, c'était dans un bâtiment portugais en Algarve, qui était une ferme d'exploitation viticole, il y a longtemps, c'est en 85, 84, et on avait fait un espèce de travail avec le client qui, en plus de son exploitation, voulait une enceinte, et que toutes les vues de cette enceinte fabriquent des vues quasi abstraites, même si elles n'étaient pas intéressantes, etc. Donc ça veut dire que finalement, quel que soit l'environnement d'un bâtiment, les beaux, un horizon marin, la belle vue, mais toutes les vues, quand on construit un bâtiment, sont intéressantes, quand bien même elles vont changer, ou quand bien même elles ne sont pas intéressantes, parce qu'à un moment donné, on passe du réalisme à l'abstraction. C'est-à-dire, on fait que le cadrage ou le choix devient une abstraction, alors qu'en face, si on voit la totalité de ce qu'on a en face, c'est une horreur, quelque chose qui se dégrade, etc. Et puis il y a cette notion qu'autour, on ne peut pas non plus composer un bâtiment essentiellement pour des vues, puisque ces vues vont changer. Il y a une proximité immédiate. Donc le travail a évolué là-dessus. Voilà. Il a évolué sur des projets comme Dunkerque, par exemple, où c'est un autre sujet.
C'est-à-dire on est passé à d'autres préoccupations. Mais l'usage aussi, sur le long terme, est-ce que peut changer? Enfin, on peut penser que les gens qui sont dans l'usine de tabac, là, enfin dans l'espèce de bureau où ils roulent des cigares dans l'extrait du film, peut-être que demain ce sera un appartement d'Airbnb sur Cuba, on ne sait jamais. Et comment on voit moi, je pense que c'est pour ça que la question de l'intériorisation d'un bâtiment. Vous voyez, si on prend le bâtiment d'Inès avec sa triangulation, elle a une partie qui est translucide. Cette translucide donne une lumière, mais elle donne pas la réalité extérieure. Donc moi, je pense que d'une certaine manière, la question de l'intériorité d'un bâtiment, en plus de son esthétique extérieure, c'est un garant de finalement de ne pas être victime d'un désordre extérieur. Et je trouve que ça c'est très intéressant. La question de l'enceinte finalement, ou de l'enceinte comme le faisait Barragan ou Mies van der Rohe ou des grands architectes modernes. La question de l'enceinte qu'on retrouve chez Campo Baeza aussi. C'est-à-dire il y a une culture de l'enceinte qui fait que quel que soit finalement l'environnement, il y a une façon d'intérioriser un sujet. Mais c'est pas si facile parce qu'il faut voilà. Et ça, je trouve ça toujours très intéressant parce qu'en plus, quand on a un problème d'enceinte, on a un espace public intérieur qu'on peut faire prolonger avec un espace public extérieur. On sait faire passer l'un dans l'autre. Donc c'est pour ça que c'est sans fin. Moi, je pense que l'aventure de l'architecture, c'est évidemment la question de construire pour l'éternité. Elle est en train de disparaître. On sait que les bâtiments vont subir des mutations, mais on essaie de faire au mieux. Moi, je pense que l'idée d'essayer de faire au mieux et de répondre à une situation le mieux possible n'est pas incompatible avec le fait que va changer, va apparaître un McDonald's en face. Je pense que c'est pas le sujet. Sauf que peut-être qu'on se battra pour que ce soit pas un McDonald's. Si on a une petite mission urbaine, j'ai rien contre les McDo, mais en général, ils sont pas traités, sauf dans la période postmoderne où il y a eu un concours McDonald's assez pathétique. Mais ça, je sais pas si tu t'en souviens, non? C'est ça. Un truc pathétique, quoi. Un truc avec Michael Graves, etc. Toute cette période site qui construisait des ruines achetées avant que la guerre arrive. Toute cette mythologie architecturale. Si on fait des bâtiments qui ont une certaine qualité, une certaine tenue, ils auront toujours une certaine tenue. À mon avis, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est ça le truc. Faut pas avoir peur de la mutation. Et si le bâtiment subit lui-même une mutation, c'est encore une autre histoire. Elle peut se faire avec une discussion, ça peut. Il faut pas qu'on rentre. Enfin, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir cette immense prétention de dire putain, mais je vais faire un bâtiment, il est pour l'éternité, il bougera pas. Et s'il bouge, je fais un procès, j'attaque tout le monde. Je pense que c'est un autre. Les temps ont changé. Voilà. D'accord. Bon, on va passer à la prochaine séquence. Si tu peux la lancer. Voyez, de près ou loin, dames qui d'aide auraient besoin ou pucelles déconseillées, que votre aide leur soit donnée, dames et pucelles, servez, vous serez partout honorés. Mais si quelqu'une vous priait, prenez garde de l'ennuyer d'une chose qui lui déplaise. De pucelle à moult qui la baise, si le baiser elle consent, le surplus, je vous le défends. Le baiser. Mais si anneau elle a au doigt et vous le donne, eh bien, ma foi, alors, il sera bon et beau que vous emportiez son anneau. Son anneau. Beau fils, je veux vous dire aussi qu'en chemin, tout comme en logis, n'ayez longuement compagnon, que vous ne demandiez son nom. Son nom. Beau fils, aux prud'hommes parlez, et dans leur compagnie restez. Prud'homme ne mal conseille mis, ceux qui tiennent sa compagnie. Prud'homme. Mais avant tout, veuillez prier, et à l'église et au moutier. Mère, qu'est-ce donc une église? Là où l'on fait de Dieu service, celui qui ciel et terre fit, et hommes et femmes y mit. Et il s'en va à grande allure par la grande forêt obscure.
chevauche depuis le matin, tant que le jour vienne à déclin. En la forêt, cette nuit fut, tant que le clair jour apparut. Dieu, mais je vois votre maison. Et je ferais mauvaise action si vous adorez je n'allais. Vérité, ma mère disait, qui me dit qu'une église était la plus belle chose qui soit. Et me dit que je ne trouvasse église qui priait n'allasse le Créateur, en qui je crois. J'irai le prier par ma foi. Qu'il me donne aujourd'hui mon pain, car j'en aurai fort grand besoin. Donc un extrait de Perceval le Gallois d'Éric Rohmer, film tourné en 78, hein, donc avec Fabrice Lucchini, vous avez reconnu. Il y avait également André Dussolier et Ariel Dombal dans le rôle de Blanchefleur. Donc le film, pour en dire deux mots, c'est une adaptation de Perceval ou le Comte du Graal par Chrétien de Troyes, donc écrit au XIIe siècle. Si j'ai montré ça, c'est pas pour flatter le goût de Pierre-Louis Fallucci pour le postmoderne. C'est plutôt que je voulais C'est absolument pas postmoderne. Absolument pas. je voulais parler surtout. Grosse critique du postmoderne. Moi, en tout cas, c'est surtout pour parler de la question des moyens architecturaux qu'on a déjà évoqués. Donc ici, on voit que on peut comparer, comme c'est en plus quelque chose qui tourne autour du Graal, et qu'aujourd'hui on est assez familier de la série Kaamelott, qui se raccroche un peu aux mêmes légendes des Chevaliers du Roi Arthur. Ici, donc, en fait, avec très peu de moyens, on arrive à figurer une histoire, des ambiances. Et je voulais savoir donc en architecture où le slogan Less is more a été retourné en more for less. Comment on pouvait gérer cette question des moyens. Alors il y a eu deux voies récemment. Ces dernières années, il y a eu une architecture qui s'est construite un peu sur les récupérations, de façon un peu voyante, de mettre en scène un peu s'est donné un peu pour but d'afficher une certaine pauvreté architecturale à travers la récupération des matériaux, un peu les choses un peu mal faites. C'est un peu ce qu'on mal fait entre guillemets, hein, mais où on montrait une espèce de faiblesse du bâtiment, et surtout on montrait aussi que c'était une durabilité qui passait par le fait que en fait on pouvait déconstruire le bâtiment assez vite, que la durabilité, c'est qu'en fait les éléments du bâtiment seront réutilisés. Donc c'est opposé à une durabilité qui est plus proche sans faire des bâtiments pour l'éternité, comme vous dites, mais qui sont plus proches de votre pratique architecturale à tous les deux, c'est-à-dire des bâtiments en fait où la durabilité, c'est quand même dans une durée du bâtiment, à travers des matériaux qui ne mettent pas en scène justement une pauvreté ou une précarité, quoi. Donc je voulais savoir, donc pour parler des moyens, jusqu'où on doit aller, comment on gère cette question. Inès, par exemple, vous aviez dit les matériaux justes pour le projet juste. Comment on fait sans tomber en même temps dans un misérabilisme ou dans une espèce d'expression comme ça du précaire qui n'est pas du tout dans votre architecture? Je signe. Lorsque j'ai dit que les matériaux nécessaires pour faire ce qui est fondamental, je n'essaye pas du tout de m'approcher d'une architecture avec peu de moyens ni misérabiliste. Non, pas du tout. Et cela a trait surtout à donner une réponse correcte avec les moyens nécessaires. En France, les architectes ont joué un rôle extrêmement important
lorsqu'ils ont pris cette position, les Lakato et Vassal, ce qui dit nous pouvons faire de l'architecture avec très peu de moyens. Nous avons le palais de Tokyo à côté. Nous pouvons y reconnaître dans le squelette d'un bâtiment sa qualité. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses pour qu'il soit prêt à l'emploi. Un peu de lumière, d'éclairage, très peu de choses et tout très très visible que nous pouvons changer si nous le voulons dans quelque temps. C'est une position importante et c'est une prise de position contre l'excès. Je pense que cette ligne a produit une architecture très intéressante et a appelé les architectes à regarder l'architecture, à regarder les bâtiments qui doivent être réinvestis et reconstruits différemment. Pour moi, cela est extrêmement important. L'architecte, au moment où il doit réhabiliter faire une reconversion des bâtiments, comme Pierre, lui, l'a dit, c'est là fondamental. Nous aurons à le faire dans toute notre vie, notre carrière. Mais l'architecte, il doit avoir l'intelligence de faire la reconnaissance du bâtiment, de savoir ce qu'il est et l'utiliser de la meilleure manière possible. Nous avons, avec la faculté d'architecture et d'art de Évora, occupe des bâtiments où il y avait des pâtes Lyon, les pâtes fabriquées au Portugal. Je pense que c'est la seule marque des pâtes fabriquées au Portugal. Il a été transformé et est devenu l'école d'architecture. Eh bien, la première chose que nous avons dû, c'est qu'il faut changer quelque chose ici, parce que nous avions un bâtiment d'excellente qualité, parce que, et là, toutes les allées de l'usine où il y avait les machines qui produisaient les pâtes, nous nous sommes dit, nous allons enlever les machines et y mettre les étudiants. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de choses. Bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples. On a dû faire beaucoup d'autres choses. Mais l'important, c'est nous n'avons pas fait 20 salles de cours. Nous devons en faire 4. Et cela n'est pas seulement l'économie. Il n'est pas dépensé beaucoup. Non, c'est pour ne pas pouvoir détruire un bâtiment tellement caractéristique de l'architecture de l'Alentejo, de la garder. Et je pense que l'intelligence de l'architecte doit être présente à ces moments-là, ne pas perdre ce qui existe déjà et pouvoir découvrir le charme de ces bâtiments, qui est son squelette. Je pense que à un moment donné, on doit pouvoir le squelette dire il est magnifique. Nous pouvions rester avec ce qu'il y a. Mais malheureusement, nous devons rajouter tous les éléments modernes dont nous avons l'habitude maintenant, la climatisation et beaucoup d'autres choses du genre. Mais les Brésiliens, avec Paulo Mendes da Rocha, il arrive à rester avec le squelette parce que la température, le climat au Brésil est merveilleux. Donc, il peut jouer avec la lumière du jour, avec l'air naturel. Alors, ils construisent des bâtiments qui ont une force incroyable que malheureusement, nous, en Europe, nous ne pouvons pas le faire parce que nous devons nous protéger davantage, parce que la nature est un peu plus dure avec nous.
Mais ce n'est pas une question d'architecture pauvre, non, 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 misérable, non, non, non. Il s'agit de l'intelligence au moment d'aborder les problèmes et du respect à ce qui est déjà construit. Je voudrais juste compléter. Je pense que dans votre question, il y en avait une autre. C'est l'architecture de récupération au sens de récupérer des matériaux lorsqu'on démolit un bâtiment, récupérer du bois, récupérer des éléments. Et ça, je pense que c'est un élément qui nourrit peut-être une autre catégorie d'architecture dont on ne parle pas, qui est celle des logements provisoires de migrants. Des choses qui avaient commencé avec Jean Prouvé, qui a fait beaucoup de choses qu'on oublie à la fois techniquement, mais dans l'idée de la récupération de matériaux, métal, etc. Et je pense que la récupération dont peut-être certains se moquent de portes ou de choses qui feraient bâtiment, moi je la sens très importante et peut-être intelligente dans la question de l'architecture de l'urgence, après tremblement de terre, après catastrophe, dans la reconstruction rapide. Et là, on a des outils peut-être beaucoup plus utiles et justes pour une architecture provisoire. Donc, je pense qu'il n'y a pas incompatibilité avec cette idée dont certains se moquent de dire on récupère des choses, on fait des installations provisoires pour des fêtes ou des choses comme ça. Il y a toute une école. Il y a toute une école. Et je pense aussi à un groupe que j'aime énormément qui s'appelle TAM Associati, qui est un groupe italien qui travaille avec avec 3 fois rien et qui intervient beaucoup en Afrique. Donc avec des éléments de récupération. Donc il y a 2 récupérations. Il y a la récupération des bâtiments existants et il y a la récupération issue des démolitions de bâtiments qui, eux, ne sont plus intéressants, mais qui sont intéressants par leurs matériaux qu'on peut récupérer ou par le concassage d'un béton qui peut resservir à un remblai pour un parc. Donc, l'idée de la récupération, elle est pour un bâtiment, mais elle est aussi dans le cadre de la récupération d'une démolition ou d'une dépollution même. Voilà. C'était un complément. Mais sur vos moyens, en fait, dans les solutions que vous mettez en œuvre dans les bâtiments comme Lens, où c'est des choses très pérennes. Lens, c'est un béton coffret, voilà. C'est vraiment un truc, c'est un béton noir coffret. Il y a quelques boîtes. C'est un projet, qui est très peu cher. Hein, c'est vraiment très très simple, avec simplement des décollements de parois pour faire une métaphore qui nous était demandée, c'est-à-dire la mitraille de cette époque. La mitraille, on l'a fait avec la lumière. Personnellement, je suis très inquiet de la métaphore en architecture, très très inquiet. Donc là, Lens, c'est quelques boîtes, des interstices, et chaque espace a un travail sur la sculpture de la lumière naturelle qui quelque part rattrape toute cette mitraille. C'est tout, ça va pas plus loin. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Et c'est un bâtiment simple qui a été peu coûteux et qui est composé avec tout l'aménagement paysager. Ce qui est une caractéristique de tout ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire qu'on dissocie jamais, dans tous les projets récents, un bâtiment petit, grand, de l'espace public qui l'accompagne. Voilà. D'accord. Alors, le temps avance et j'aimerais qu'on puisse laisser aussi des questions publiques après. Donc, est-ce qu'on va passer à la dernière séquence de film ? I'm sorry. It's all right. I'm not gonna hurt you. What do you want? I thought you were... What? I don't know. Stop! What? It's okay.
What was in there? Just give me a minute to figure things out. Why were you afraid of that room? Give me a minute, I said. How many people are in this thing? Listen, we can't go climbing around in here. Why not? There's traps. What do you mean, traps? Booby traps. I looked in the room down there and something almost cut my head off. Cats! Holy, holy cats! Are you all right? Mister. Worth. Hurry. I hit my head. Let me take a look at that. It's okay. I'm a doctor. It doesn't look bad. What the hell are you doing? Hey, old man. Did you hear what I said? Motion detectors integrated into the walls. Tough to spot. Donc un autre univers complètement différent, c'est le film Cube de Vincenzo Natali en 1997. Alors pourquoi j'ai montré ça? Donc c'est un film qui se déroule entièrement dans la même, dans une espèce de prison qui est constituée de cubes qui sont tous identiques et qui bougent. Ça rappelle, c'est un univers dystopique qui rappelle un peu les architectures de Radical d'Archizoom ou les Natalini. On m'a dit aussi qu'il y avait une maison de collectionneurs qui est faite avec des pièces toutes pareilles, mais bon, je l'ai pas vu. En fait, c'est pourquoi montrer ça, c'est la question aussi de la technologie et de son rapport avec l'architecture, où on peut voir que face aux menaces, et là j'aimerais qu'on revienne à ce thème qui pèse, on a la tentation de résoudre tout ce qui peut arriver, que ce soit sur le plan climatique, les plans économiques, même de la criminalité, par toujours plus de technologie. Donc je voulais savoir un peu aussi, puisqu'on projette beaucoup en fait que parmi les pensées sur la ville future, il y a la Smart City, donc qui est une sorte de ville aussi ultra technologique. Je voulais savoir dans ces réponses qui menacent aussi l'architecture, puisque on pourrait tout régler, c'est possible qu'on pourrait tout régler avec des techniques finalement où l'architecte n'aurait pas à intervenir parce qu'il les connaîtrait pas vraiment. Ce que pense un peu, ce que vous pensez de ce futur, de cette Smart City qu'on nous promet, et en particulier j'ai une question pour Pierre Falocci, qui était lié à son intervention sur l'esthétique de la menace. S'il pense quels sont les autres éléments techniques qu'on pourrait utiliser efficacement contre la menace dans le cadre de dispositifs architecturaux qui soient des dispositifs convaincants et pas des univers complètement homogènes comme ça et assez inhumains. Moi, j'ai un exemple qui m'a marqué en tant qu'étudiant et sur plusieurs voyages. C'est comment la Hollande, en dehors, je ne parle pas des architectes hollandais, comment les ingénieurs hollandais et les paysagistes hollandais ont géré d'être 4 mètres plus bas que la mer du Nord. Donc comment ils ont géré une topographie naturelle, une topographie artificielle, et c'est un festival d'aller visiter. Alors pour le coup, c'est une vraie esthétique de la menace, tout le travail d'écluse,
tout le travail qu'ils ont fait. Ce sont des merveilles technologiques. Et pour moi, ce sont des moments absolument exceptionnels. Après, à partir de ça, les terrains qui restent aux étudiants, je l'ai souvent dit aux étudiants, il va vous rester les terrains qui restent. C'est-à-dire des terrains pollués, des terrains qui ont les bruits des avions, des terrains qui sont inondables, et que tout ça introduit, à mon sens, une nouvelle architecture de contraintes, mais qui n'est pas pour autant une contrainte catastrophique. Au contraire, c'est des éléments de composition. Si on va aux États-Unis, chaque fois qu'il y a une tornade, la seule chose qui reste, c'est les chiottes en béton. Donc ça veut dire que toute l'idéologie du bois aux États-Unis, elle est en train, c'est-à-dire cette mythologie du bois qui nous envahit ici, elle est en train de disparaître aux États-Unis parce que chaque fois qu'il y a une tornade, tout s'en va. Tout s'en va, sauf la salle de bain en béton. Regardez à chaque fois tout ce truc. Donc, il y a un mélange des genres sur la question de la menace, et évidemment, Smart City, pour moi, c'est invraisemblable. Moi, je suis pour un espace public ouvert. Le jour où nous serons dans un espace public fermé, nous serons finis. C'est-à-dire, nous rentrons dans un monde de science-fiction où il y aura les pauvres dehors et les gens dedans. C'est un scandale contre lequel je me battrai jusqu'au bout. L'espace public est un espace ouvert. Il peut être ensuite hiérarchisé quand on rentre à l'intérieur d'îlots ou de choses comme ça. Donc, Smart City, ça m'intéresse pas. Une ville qui dépend entièrement d'un système électronique, il y a des trucs, des commandes, des machins, la consommation. Tout ça, c'est le... Je discute, je sais pas, un discours d'arrière-garde. Tout ça, à mon avis, c'est la fin définitive de toutes nos intentions architecturales, sociales que nous avons eues et avec lesquelles je me suis battu toute ma vie. Et je pense qu'Inès est est tout à fait dans le même sujet. Et je ne vois pas, je vois disparaître je vois apparaître des mini-ports Grimaud, qui a été un peu la première. Vous savez, Port Grimaud qui a été encensé à un moment donné dans la période postmoderne. On rentre dans un portail avec un mec qui vous surveille. C'est impensable, mais impensable. Après, qu'une technologie apporte plus de bien-être à une ville, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais l'espace public fermé en enceinte, pour moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça me rappelle le Moyen-Âge, ça me rappelle les gens qui crevaient de faim au pied des enceintes. On revient, c'est un recul intellectuel, culturel et technique total. Je pense que, premièrement, il y a une différence entre cette idée des villes intelligentes. Bien, la question, ce n'est pas de faire des villes intelligentes. La question est de faire des personnes intelligentes. C'est ce qui est fondamental. Et ces gens-là pourront faire des villes meilleures. Ce n'est pas la même chose que dire que ce n'est pas intéressant d'avoir la technologie qui travaille avec nous. Quand nous parlons de voitures, de machines, de iPhone, de smartphones, nous sommes devant des architectures, des choses très technologiques. Et parfois, quand nous faisons des bâtiments, nous le faisons comme au Moyen-Âge. Et il faut faire une structure qui font beaucoup qui ont un travail très difficile, et très peu d'architectes peuvent aujourd'hui travailler avec la technologie qui est à notre disposition. Norman Foster y arrive, et c'est pour ça qu'il fait une architecture magnifique, incroyable. Et c'est l'un des peu architectes qui a à sa disposition cette possibilité d'inventer une technologie.
Et nous sommes devant des problèmes économiques au Portugal et nous essayons d'autres choses avec des petites industries que survivent au Portugal et nous essayons de faire avancer la technologie. Mais ça ne donne pas lieu à des smart cities. Je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire et je ne veux même pas savoir ce que c'est, car ça peut être une perversion. Je pense que la ville s'est sédimentée d'une façon très intelligente et c'est une espèce de réponse aux conditions de vie plus difficiles que les hommes traversent à un moment de leur histoire. Et je pense, j'espère que nous allons continuer à avoir cette capacité de créer une ville intelligente pour nous actuellement. Mais cette ville intelligente est toujours une ville où nous devons vivre. Et vivre, c'est utiliser l'espace public, être en contact avec l'autre, car sinon, ça ne m'intéresse pas. Mais la technologie à notre service, pourquoi pas? Mais de la même façon dont la technologie alimente l'industrie de la voiture ou d'autres, on peut utiliser la technologie d'une façon plus efficace dans l'architecture. Une demande forte, au moins d'une société hyper industrielle pour de l'innovation. Est-ce que, en ne souhaitant pas s'inscrire là-dedans, moi je ferais un peu l'avocat du diable, parce que comment l'architecture fait valoir ses moyens face à ces innovations qui sont aussi porteuses d'espoir économique, qui répondent à des urgences, puisqu'on est toujours en train de répondre de plus en plus, je trouve, non seulement à des crises, mais aussi à des urgences. Il y a beaucoup d'impératifs qui font que on nous dit c'est comme s'il n'y avait pas d'alternative. Donc il faut utiliser ces innovations, il faut être porteur d'innovation. Est-ce que en restant en portant ces discours sur l'espace public et les choses où on est tous d'accord, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir faire valoir dans la société contemporaine? Eu penso que há pouco se deu o exemplo de arquiteto das... Tout à l'heure, nous avons parlé d'un architecte qui est Jean Brouvet. Ce qu'il a fait dans son temps a été une réponse extrêmement intelligente par rapport à la technologie. Il a inventé des systèmes extrêmement sophistiqués pour donner des réponses à des questions qui sont apparues dans cette époque. Je pense que l'idéal serait d'utiliser cette technologie pour répondre aux problèmes les plus urgents que nous affrontons actuellement. La technologie associée à l'architecte pour répondre à des problèmes, très bien, c'est parfait. Actuellement, nous avons à notre disposition des systèmes impressionnants, incroyables, et nous pourrions avoir des réponses plus faciles aux questions d'urgence, les camps de réfugiés, des questions d'urgence parfois qui ne sont pas des situations extrêmes, mais ce sont des questions dans une ville à côté auxquelles nous devons trouver une réponse. Donc, il ne s'agit pas de faire la publicité. Par exemple, des Carandages qui fait faire avec des capsules d'expresso, d'autres objets. Et c'est très positif, mais il faut y aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et ça veut dire que l'industrie doit avoir une position un peu plus généreuse, plus ouverte, et que l'industrie accepte qu'elle a un rôle très important, car c'est l'industrie qui produit plus d'argent. Et ce rôle, c'est de rééquilibrer le monde. Sur l'innovation, dernier mot Non, moi je suis là. On est censé être opposés, mais je trouve qu'on a beaucoup de points communs. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Je suis pas du tout gêné par effectivement un bâtiment de Foster ou un bâtiment de piano ou un bâtiment ultra technique. Moi, je suis fasciné. Voilà, c'est un bâtiment d'usage. On rentre dedans. Il y a un progrès technique. Il y a un progrès technique sur un triple vitrage ou un quadruple vitrage qui permettra des économies d'énergie. Tout le progrès lié à des économies d'énergie, à une pratique d'usage beaucoup plus facilitée n'est pas un problème pour moi. Moi, le seul problème, c'est enfermer à nouveau une élite par rapport à un espace public fermé. C'est tout. C'était ça la réponse. C'est-à-dire Smart City, ça pour moi c'est un immense danger. Le reste, les progrès techniques, ça fait partie de l'avancée tout à fait normale. Des nouveaux projets d'architecture sortent aujourd'hui, qui sont des prototypes, que ce soit en bois, que ce soit... Tout ça est extrêmement intéressant. J'ai absolument pas un discours d'arrière-garde sur l'évolution technique de l'architecture. C'est sur le devenir ou la méthodologie d'un usage urbain fermé et réservé à une espèce de forme d'élite par rapport à d'autres qui auraient peur de je ne sais quoi. Ça, c'est pour moi absolument inadmissible et c'est la fin. Et c'est peut-être une des fins de l'architecture américaine, par exemple. C'est-à-dire l'architecture américaine qui a été très dominante à un moment donné, mais qui multiplie, c'est peut-être la fin ou peut-être ni le début et la fin de l'architecture coréenne, c'est-à-dire des pays qui sont en train de s'enfermer dans des systèmes avec murailles, c'est un truc qui est indéfendable. Indéfendable. Très bien. Comme il est une heure très avancée, quand même, on va essayer de passer la parole à la salle s'il y a des questions. Est-ce qu'on aurait été trop clair hein? Non, personne. Bon, je pense qu'on va en rester là et vous pourrez poursuivre. Donc il y a un rafraîchissement qui est offert et puis redécouvrir le Halpipe et continuer de poser vos questions qui étaient nombreuses là. Après le débat. Ben, merci à tous. Merci d'être venus. Merci à l'équipe.